Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir Sophie. Il est 19h, bienvenue à tous à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 14 octobre. La question du nucléaire relancée avec le projet du gouvernement qui souhaite allonger la durée de vie des centrales, sujet qui nous intéresse au plus haut point ici à Toulouse avec la centrale de Golfech. À quelques mois des municipales, du rififi dans la ville rose avec des tracts malencontreux des jeunesses de l'UMP à l'encontre du maire Pierre Cohen. L'affaire pourrait prendre une tournure juridique. Enfin, succès total pour le stade toulousain en Coupe d'Europe. On analysera cette entrée européenne dans la compétition avec vous Samuel dans quelques instants. Ils n'ont pas fait de détails. C'est ce qu'on va voir effectivement. Mais tout d'abord, blocus ce matin devant le lycée Bellevue. Plusieurs centaines de lycéens se sont postés devant les grilles d'entrée de leur établissement. Ils protestent contre une décision récente de la direction de fermer l'accès au lycée dès le début des cours et dénoncent une mesure trop rigide, situation kafkaïenne que nous expose Christelle Dao. Colère chez les étudiants du lycée Bellevue. Certains étaient là depuis 7 h du matin pour bloquer les grilles d'entrée et de sortie, auparavant toujours ouvertes. Aujourd'hui, le proviseur souhaite réglementer l'accès à l'établissement. Le portail il était ouvert tout le temps, il n'y a jamais eu de soucis. Et maintenant, on ne sait pas pourquoi ils veulent fermer. Voilà. C'est pas pour notre liberté à nous. Puisqu'on a réussi à faire une réunion, ça aussi ça va marcher parce que ça prouve qu'ils en parlent et qu'ils tiennent compte de ce qu'on fait quand même. On nous a toujours laissé un peu de liberté, donc c'est normal qu'à un moment on revendique 2-3 trucs. Surtout que c'est pour une raison qui nous semble être la bonne. Les négociations avec les délégués des lycéens, les parents d'élèves et le proviseur sont en cours. Une pétition circule déjà depuis une semaine. S'il s'agit d'une question de liberté pour les lycéens, c'est la sécurité qui prime pour le proviseur de l'établissement. J'ai souhaité donc avoir une réunion avec les fédérations et une délégation de lycéens, de manière à ce que nous puissions voir les modalités du filtrage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un lycée, c'est un espace qui doit être un espace protégé. Il faut absolument que les lycéens, quand ils sont dans l'établissement, soient en parfaite sécurité. Cette mesure intervient dans le cadre du plan Vigipirate qui prévoit l'identification de chaque personne s'introduisant dans un établissement scolaire. L'allongement de la durée de vie des centrales nucléaires de 50 à 60 ans, le gouvernement devrait faire des annonces dans ce sens. Les 19 centrales en France sont concernées, dont celle de Golfech, à une centaine de kilomètres de Toulouse, construite en 1982. Elle a 2 réacteurs. À l'occasion du forum du journal Libération qui se tenait à Toulouse ce week-end, nous avons rencontré le directeur des relations institutionnelles d'EDF qui défend cette énergie. On l'écoute au micro de Jean-Marc Lucas et de Raphaël Bauduin. Le nucléaire fait partie tout à fait de l'avenir. L'avenir, il y aura plein d'autres énergies. Il faut arrêter d'opposer le nucléaire à toutes les autres énergies. Il y a une palette d'énergies tout à fait différentes. Ça s'appelle effectivement le nucléaire, ça s'appelle les énergies renouvelables via le éolien, un peu le solaire, pas tellement en France, car il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Sur 8860 heures que compte une année, en France on a 950 heures d'ensoleillement, donc il ne faut pas rêver, ça peut marcher qu'un dixième du temps. Et puis il y a aussi le gaz dans des conditions qui sont plus acceptables, ainsi que bien sûr l'hydraulique qu'on oublie trop souvent et qui est une des plus belles énergies qui puissent exister. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est une entreprise qui croit dans l'avenir, un avenir avec des nouvelles énergies. Maintenant, elle ne peut pas imposer aux citoyens des énergies extrêmement chères et dont on n'est pas tout à fait sûr. Ce n'est pas une entreprise, on ne fait pas dans l'amateurisme. On ne peut pas se permettre l'erreur, on ne peut pas se permettre d'aller dans le mur, droit dans le mur, quand on a des consommateurs derrière qui sont à la fois des consommateurs qui paient et qui ont besoin d'électricité en permanence, donc qui ne vont pas tolérer d'avoir des blackouts en permanence. Et la réponse d'une ancienne ministre de l'écologie et actuelle députée européenne, Corinne Lepage, qui pense, elle, que le nucléaire, son développement et son maintien se font au détriment des énergies nouvelles. On l'écoute. Mon sens le plus préoccupant est que le gouvernement a donné le feu vert à Astrid, c'est-à-dire à la 4e génération. Le gouvernement semble avoir donné son feu vert à ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire en fait l'investissement pour permettre à notre parc nucléaire d'aller à 60 ans. Ceci en attendant les réacteurs de la 4e génération. Ce qui veut dire que dans le même temps, le gouvernement continue à massacrer les filières des énergies renouvelables en France qui ne progressent pas parce qu'elles ne peuvent pas progresser, tout simplement. Donc nous ne tiendrons pas nos engagements communautaires de 23% de renouvelables en 2020, ce qui avait été décidé. Et je dirais que malheureusement le lobby nucléaire continue à faire largement la loi en France. Au niveau européen, vous pensez que finalement le nucléaire a trop de puissance? Je pense qu'il est encore extrêmement puissant au niveau européen. Oui, il obtient l'argent.
il obtient des réglementations qui ne le gênent pas trop. Même si, globalement, l'Europe pousse beaucoup les énergies renouvelables. Mais avec des situations extrêmement variées. C'est du reste la raison pour laquelle nous n'avons pas d'Europe de l'énergie aujourd'hui. Nous n'en aurons pas, parce que quand le couple franco-allemand choisit des politiques qui sont totalement antinomiques, que vous voyez en Europe des pays qui, comme l'Autriche, ont aujourd'hui plus de 50% de leur énergie qui est d'origine renouvelable et que nous, on plafonne à 13%, vous voyez bien que c'est très difficile de pouvoir avancer du même pas. Et maintenant, je cite, « Nous venons vous présenter nos plus sincères excuses ». C'est exactement en ces termes que les deux responsables des Jeunes Populaires 31 se sont adressés à Pierre Cohen. Après la diffusion de tracts à caractère méprisant à l'encontre du maire de la Ville-Rose, ce dernier devrait, par la voix de son avocat, porter plainte. Retour sur un énorme couac politique à quelques mois des municipales avec Marie Larpan et Alain Sorat. À l'origine de la zizanie, ce tract. Élaboré par de Jeunes Populaires 31 il y a plusieurs mois de cela, il avait été refusé par Jean-Luc Moudinque mais n'avait pas pour autant été détruit. Une jeune militante aurait pris l'initiative, dimanche 6 octobre, d'en distribuer 500 exemplaires à Saint-Cyprien. Seuls 50 tracts sont partis avant que l'UMP ne stoppe leur distribution. Il se trouve qu'à l'époque, on était à une période de vacances, on n'avait pas de responsable des Jeunes Populaires, puisque Guillaume Brouquier avait démissionné et que Guillaume Riban n'avait pas encore été nommé. Donc ça a créé un peu une période de flottement. Une campagne municipale, c'est pas chacun fait ce qu'il veut de son côté. C'est tous les Jeunes Populaires qui font bloc derrière Jean-Luc Moudinque sur des vrais arguments et avec un vrai débat démocratique. Depuis, Guillaume Riban et Anne-Sophie Azopardi, les responsables des Jeunes Populaires, ont écrit une lettre d'excuse à Pierre Cohen. Le maire de Toulouse devrait porter plainte, non sans avoir demandé l'accord du conseil municipal en novembre prochain. Une injure, c'est le fait d'adresser à quelqu'un, publiquement bien sûr, une qualification qui est de nature à le déconsidérer. Essentiellement sur le terrain moral. On ne peut pas tout faire en politique et que, notamment dans la période actuelle où on assiste à une montée des populismes, où un phénomène de déconsidération des responsables politiques se développe. Je crois que tout ce qui est de nature à dire que ce type de discours est inacceptable doit être tenté à l'heure actuelle. Jeudi prochain, les Jeunes Populaires doivent se réunir afin de juger si le tractage est simplement maladroit ou bien intentionnel, le tout afin de décider d'une sanction en interne. Une nouvelle rue et un nouveau rond-point dans le quartier Bagatelle, aménagements qui s'inscrivent dans le cadre du grand projet de ville du quartier. Et en hommage au grand cancérologue Léon Schwarzenberg, disparu il y a tout juste 10 ans, ce giratoire lui est dédié. Pascal Soler, Raphaël Bauduin. Éminent cancérologue, ancien ministre de la Santé en 1988, engagé dans la résistance à l'âge de 20 ans, Léon Schwarzenberg était aussi connu comme le défenseur des sans-abri et des sans-papiers. Le maire de Toulouse, Pierre Cohen, la Fédération nationale des anciens de la résistance, sa famille, dont son ex-compagne et l'actrice Marina Vladi, ont rendu hommage à ses qualités, aux valeurs et aux grands combats qu'il a toujours menés. Il a été un grand humaniste aussi. C'est un homme qui s'est battu pour les droits de l'homme, pour la liberté des hommes, et qui s'est battu toute sa vie. Pour moi, tous ces combats-là sont des aiguillons pour moi aujourd'hui. La mémoire est quelque chose de très important, et si on oublie ces combats-là, c'est les combats du passé qui font notre avenir. Et si on oublie ces combats du passé, on détériorera notre avenir. Né de parents juifs roumains, Léon Schwarzenberg et sa famille se sont réfugiés dans la région sous l'occupation. Nous étions réfugiés à Pau parce qu'au moment de l'armistice de 40, ma famille juive, nous sommes venus en zone libre et Léon a dû, comme il avait été refusé au titre du numerus clausus pour faire des études de médecine, c'est à Toulouse qu'il est venu faire des études de droit. C'est une ville qu'il aimait beaucoup en plus. Décédé en 2003 à l'âge de 79 ans, Léon Schwarzenberg a fait de sa vie un plaidoyer, un exemple que Toulouse n'a pas voulu oublier. Voilà, et le fils du professeur Schwarzenberg, Emmanuel Schwarzenberg, actuel PDG de TLT, était présent, vous l'avez vu sur ces images. Il a rappelé dans un discours émouvant les multiples combats de son père, mais aussi l'arrestation de ses deux oncles et leur déportation au camp de Mauthausen, c'était en 1943. Arrestation au caractère capital et qui a suffi pour que tous les juifs qui avaient trouvé refuge dans notre région disparaissent dans la nature, ayant compris alors que la zone libre avait cessé d'exister.
La 16e édition du festival Ciné 32 s'est tenue comme chaque année à Auch. Oui, au programme une sélection de films tous inédits ou en avant-première projetés dans la capitale du Gers en Gascogne ainsi que dans une dizaine de salles art et essai. Plus que jamais fidèle à son orientation éditoriale, Ciné 32 permet à un large public de professionnels et d'amateurs de se rencontrer dans une ambiance conviviale et sans paillettes. Jean-Marc Lucas. 12 000 entrées sur 4 jours et une soirée. Les rencontres au cinéma et création de Auch remplissent les salles. 50 films ont été montrés, allant de Quai d'Orsay, Le Prochain Tavernier, à Lulu Femme Nue de Solveig Hanspach, Henri de Yolande Moreau ou encore le très expérimental 3x3D de Peter Greenaway et Jean-Luc Godard. Alors dans ces films-là, certains vont sans doute rencontrer un public large, d'autres sont des films qui s'adressent à des niches peut-être de spectateurs, mais pour nous tous les films ont le droit à l'existence, tous les films intéressants ont le droit à l'existence et c'est un peu le but de ce festival, de prolonger le travail que font de leur mieux les salles d'art et essai en France, partout, et nous à Auch notamment, bien sûr. Le monde va au monde aussi, et petit à petit, c'est un peu notre objectif, c'est de brouiller les frontières entre ce qui serait le commercial et le culturel, le cinéma de pur divertissement et le cinéma pour un télo. Ce sont des clivages absolument arbitraires et le rôle du cinéma à tous les niveaux pour nous, c'est justement de briser ces clivages arbitraires et de faire circuler de l'air, de la vie, de la pensée, de la curiosité, du lien, enfin bon, tout ça. La plupart des films montrés étaient présents au Festival de Cannes cette année, des films français mais aussi étrangers avec le prochain long métrage des frères Cohen, le nouveau Jarmusch qui sortira en 2014 ou encore A Touch of Sin de Yazanke. Le Gers, un îlot protégé pour l'art et essai. C'est un département agricole, il faut semer, puis petit à petit ça pousse ou ça meurt, ça aurait pu mourir, hein. Mais on a trouvé des solutions pour que ça ne meure pas et qu'au contraire ça se développe et finalement dans un microclimat. C'est vrai que le Gers a la chance de ne pas être un enjeu économique essentiel pour les grands circuits du cinéma, vu sa population. Nous avons pu mener une politique du cinéma qui montre qu'autre chose est possible que le prêt-à-porter universel du modèle industriel. Ce festival, c'est aussi la chance pour le public, de cinéphiles ou de néophytes, de rencontrer des stars. Il sortira au mois de janvier à Paris et vous êtes le premier public. Ce film n'a jamais été vu. Vous savez, un film, on le prépare dans le silence, on l'écrit dans la solitude et puis après, la bouteille est lancée à la mer et vous êtes les premiers et c'est une joie. Fanny Ardant présentait son deuxième long métrage en tant que réalisatrice avec au casting une Asia Argento troublante de ressemblance. Ce que j'ai aimé dans Asia, et je pense toujours que c'est une qualité essentielle chez un acteur ou une actrice, c'est d'être disponible. Par définition, un acteur, il a tout tourné, il a tout vu, il a tout entendu. Mais un film, c'est un moment précis, avec un début, un milieu, une fin, avec un metteur en scène, avec des obsessions, avec une façon de filmer des détails. Et ce que j'aimais dans Asia, c'est que voilà, elle me disait, sei libera, fais comme tu veux. Les Occitans ont vu le film qui s'appelle Cadence obstinée en avant-première. Les Toulousains devront attendre, eux, le 8 janvier prochain. Ciné toujours avec une avant-première. Ce soir, un blockbuster qui cartonne au box-office américain. En ce moment, c'est le film Gravity d'Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock. Et Mr. George, what else? Oh, quel accent, Samuel, je suis bluffée. Oui, George Clooney, évidemment, en avant-première à voir ce soir donc au Gaumont Wilson à 20h. Le pitch du film, très rapidement, que vous voyez, une ingénieure médicale et un astronaute tentent de retourner sur Terre après la destruction de leur navette par des débris, se retrouvent alors totalement seuls dans l'univers. Il paraît que la première demi-heure est tout à fait hallucinante. On regarde quelques images assez spectaculaires, il faut le dire. Oui, l'espace n'est pas un paradis, on est bien mieux sur Terre. Allez, on va faire travailler nos muscles, Samuel. On va parler handball, une fois n'est pas coutume. Mais avant cela, une analyse de la rencontre Coupe d'Europe Stade Toulousain-Zébré qui s'est soldée par une très large victoire du Stade Toulousain. C'était prévisible, cette victoire. C'était attendu et vraiment, il n'y a pas eu de suspense. On va voir quelques images. La victoirisée, victoire bonifiée contre cette équipe italienne. Je vous ai sélectionné 4 des 6 essais toulousains, doublé de Johan Huget, décidément particulièrement performant actuellement, doublé également de Maxime Médard, lui aussi excellent.
Lambolé et Nyanga ont également franchi la ligne d'en but. 24-0 à la mi-temps, 38-5 le score final. Une vraie démonstration de force à Ernest Vallon. Là, vous voyez le deuxième essai de Maxime Médard en deuxième période. Une fusée. Ouais, une fusée. On ne peut pas le rattraper. Et c'est d'ailleurs un Toulousain, je crois, qui a été élu homme du match. Oui, c'est un Toulousain. On n'a pas l'habitude que ce soit lui, finalement. Yann David, ouais. On le connaît un petit peu moins bien que d'autres. Il est 3/4 centre international, il a 25 ans. Il n'a pas été épargné par les blessures. Voilà, un joueur discret et posé dans la vie, mais un vrai bulldozer sur le terrain. Du coup, voilà, chapeau à lui. Bravo, effectivement. La suite de la compétition, Samuel, c'est un déplacement en Angleterre. Oui, deuxième journée de H-Cup dès vendredi 18 octobre à 20h45. Déplacement à Wembley pour affronter les Saracens. Une toute autre histoire, semble-t-il. Écoutez. Une très très grosse équipe, les Saracens, la semaine prochaine, chez eux, arbitrage à la maison comme on a l'habitude. Voilà, on sait qu'il va falloir faire encore moins de fautes, être encore plus appliqué et avoir énormément de rigueur dans notre jeu. Il faudra être beaucoup plus rigoureux la semaine prochaine. Les Anglais sont les favoris, évident, puisqu'ils sont invaincus à l'heure actuelle, toutes compétitions confondues. Ouais, les Saracens, c'est clairement l'adversaire le plus redoutable de la poule du Stade Toulousain. Il faudra aussi se frotter aux Irlandais du Connacht. D'ailleurs, ils se sont rencontrés lors de la première journée et ce sont les Anglais qui se sont imposés sur le terrain des Irlandais, 23-17. En tout cas, pour le Stade Toulousain, ce sera un premier gros test, donc vendredi, je le rappelle. Il sera bon que les Toulousains obtiennent leur première victoire à l'extérieur cette saison. C'est le bon moment. Oui. On va ouvrir une page handball. Ouais, handball. On va saluer la victoire du Phoenix Toulouse à domicile contre Tremblay à l'occasion de la 5e journée de D1. Marc-Henri Maison-Haute était au Palais des Sports pour nous ce week-end. Il a apprécié la performance des coéquipiers de Jérôme Fernandez. Le président Philippe Dallard peut être rassuré. Ces Phoenix ont su relever la tête après une semaine difficile marquée par l'élimination en Coupe de la Ligue. Vendredi soir, l'équipe de Joël Da Silva a dominé de bout en bout une rugueuse équipe de Tremblay. Score final 29-25 et la sensation d'avoir assisté à un match référence. J'ai l'impression qu'on a vraiment dominé ce soir l'adversaire, qu'on leur a fait mal à la fois physiquement, psychologiquement. C'est une équipe qui est réputée pour être dure défensivement et sans mauvais gestes, alors qu'on a vu qu'ils se sont un peu agacés. Et voilà, je pense qu'on avait dit qu'on ne perdrait pas de points chez nous cette année. On en a gagné un contre Paris. On espère qu'on pourra faire tomber les autres équipes. Sous l'œil toujours attentif de Claude Onesta, les handballeurs toulousains ont donc proposé une prestation collective des plus plaisantes à leurs supporters. Une victoire qui permet au Phoenix de monter à la 9e place et d'envisager avec plus de certitude le futur. On a bien maîtrisé la fin de match, donc il faut que ça continue comme ça et on espère faire le même genre de match contre Célestat dans 2 semaines à la maison. Et surtout, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que cette année, si on veut passer un palier, il faut qu'on reste invaincu dans notre salle pour que les équipes qui viennent dans l'avenir nous craignent. Et après, on apprendra à grandir et à voyager. Avant de recevoir Célestat et de continuer à faire du Palais des Sports une forteresse, Jérôme Fernandez et ses coéquipiers auront l'occasion de grandir mercredi avec un déplacement à Chambéry. Ils ne le cachent pas, les joueurs du Phoenix, ils ont de grandes ambitions pour cette saison, c'est-à-dire faire partie des 6 meilleures équipes du championnat. Voilà, pour être tout à fait complet, il faut noter que Jérôme Fernandez et Valentin Porte ont été sélectionnés par Claude Onesta pour jouer le prochain tournoi de la Golden League en Norvège. Au programme, 3 matchs début novembre face au Danemark, la Norvège et la Croatie. Voilà, pour info, on a quand même, avec Valentin Porte, le numéro 28, mais surtout avec Jérôme Fernandez, on a un joueur exceptionnel. À Toulouse. Hein. Ouais, un palmarès assez édifiant. Il est en bleu depuis 1997, 355 matchs, 1385 buts. 16 ans d'équipe de France, voilà, c'est colossal. Et donc on a la chance de pouvoir le voir évoluer ici à Toulouse tous les 15 jours au Petit Palais des Sports. Merci Samuel pour cet éclairage. Je vous en prie. On vous retrouve tout de suite après dans Lundi Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. Fin de cette édition. Demain, c'est Jean-Marc Lucas que vous retrouverez à cette même place. Excellente soirée sur TLT.